Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Merci d'être notre invité, L'économie de la vie, publié chez Fayard. Vous dites dans ce livre, et c'est presque parfois une sorte de coup de gueule par rapport à ce que nous avons tous vécu, de ce que nous vivons encore aujourd'hui. Il faut passer de l'économie de la survie à l'économie de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, Jacques Attali ? Ça veut dire que cette crise, qui malheureusement est loin d'être terminée, nous révèle qu'il y a un très grand nombre de secteurs de notre économie qui sont sous-utilisés, sous-estimés, sous-développés, même dans les pays les plus riches, qui sont les secteurs que j'appelle l'économie de la vie. Et je pense qu'on ne sortira de cette crise sanitaire, économique, sociale, écologique qu'en donnant la priorité absolue à ces secteurs, qui sont des secteurs d'évidence. La santé, l'hygiène, l'éducation, l'alimentation, l'agriculture, le digital, le logement, l'énergie propre, la gestion des déchets, la sécurité, la démocratie, la presse, la culture, la logistique. Et en mettant de côté soit des secteurs qu'on peut reconvertir vers les secteurs d'économie de la vie, comme le tourisme, qui peut aller très bien dans cette direction, ou des secteurs qu'il faut vraiment reconvertir, comme l'automobile, le pétrole, la chimie, le plastique, l'aviation. Ça veut dire qu'on ne doit pas revenir au monde d'avant ? Ça, ce serait le pire. Mais c'est ce qu'on va faire. Je ne fais pas beaucoup d'illusions. C'est ce qu'on fait déjà en ce moment, quand on voit que tous les soutiens qui sont donnés aux entreprises sont donnés au prorata de leur valeur antérieure et pas au prorata de leur valeur future. On donne beaucoup d'argent à une industrie automobile qui est zombie, à une industrie aéronautique qui l'est plus encore, sans même leur demander, leur exiger, conditionner cette aide à la reconversion, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut abandonner en rase campagne les travailleurs de ces secteurs. Au contraire, il faut continuer à les soutenir, à les rémunérer en les formant aux nouveaux métiers de demain. Oui, mais vous dites dans ce livre, à plusieurs reprises, « j'enrage ». Et vous dites quoi ? J'enrage de voir le monde se mettre en panne. J'enrage de voir tous les gouvernants perçus parce qu'il y a de la sidération au déni. J'enrage de voir qu'aucun pays se mette vraiment en économie de guerre. Vous enragez, Jacques Attali ? Oui, j'enrage parce qu'on aurait pu gérer ça autrement. La Corée du Sud a montré que si on était préparé à cette crise, on aurait pu avoir immédiatement à notre disposition les masques nécessaires, les tests nécessaires et les moyens de tracer et d'isoler les contaminés et leurs relations. Ce qu'ont fait les Coréens, qui étaient prêts le 15 décembre, c'est-à-dire plus d'un mois avant d'avoir le premier cas chez eux, et qui aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ont moins de 300 morts pour une population de 55 millions d'habitants, sans avoir confiné, sans crise économique autre qu'importée par ce qui se passait ailleurs autour d'eux. Nous avons, à l'inverse, préféré suivre un modèle chinois sans voir... Une dictature chinoise. C'est une dictature qui non seulement a menti au monde, mais qui, avant de mentir au monde, s'est menti à elle-même, puisqu'elle ne laissait pas passer les informations à l'intérieur de la Chine, et qui, contrairement à quand on a vu les photos de ces hôpitaux de campagne construits à toute vitesse, on a admiré, alors qu'en fait, c'était un signe de panique. Les Chinois n'avaient pas de masques, n'avaient pas d'hôpitaux, n'avaient rien. Et ils n'avaient que le confinement comme arme possible. Et nous-mêmes, en nous laissant déborder, en ne nous mettant pas une économie de guerre pour produire très vite tous les instruments qui ont été nécessaires de l'économie de la vie, on a été obligés et le confinement était inévitable. Mais ce n'est pas un cas spécialement français. C'est pas tout le reste français, mais vous dites c'est une crise autodécidée. C'est une crise. En quelque sorte, on a organisé la crise. On a organisé la crise économique qui, encore une fois, était évitable si on s'y était préparé. À partir du 10 mars, c'était trop tard, on ne pouvait pas faire autrement. Mais si on s'y était préparé avant, on aurait pu faire autrement. Oui, tirer le meilleur parti du pire. C'est ça votre slogan. D'abord, le pire n'est pas terminé. Le Covid continue à augmenter. Et puis, il y a d'autres pandémies qui menacent. On parle maintenant d'une crise liée au port. Il y a d'autres pandémies qui viennent. Il y a des crises liées au climat qui sont devant nous. Donc, cette première leçon, la première partie qu'il faut tirer, c'est de se rendre compte de l'importance de la prévision. Et de tenir compte des prévisions. Il faut prévoir le pire pour l'éviter. Si on avait prévu le pire, on l'aurait évité. Il faut le faire pour cette pandémie qui n'est pas terminée. Il faut le faire pour les pandémies suivantes. Il faut se préparer à un retour de cette pandémie dans les pays où elle n'y est plus, en ayant ce que nous n'avons pas encore, tous les dispositifs en place pour ne pas avoir à reconfiner. C'est, je crois, la première chose. Et puis, tenir compte de ce qu'on a appris. On a appris que le télétravail
c'était bien, mais qu'il y avait des limites, qu'il ne fallait pas que tout le monde soit tout le temps en télétravail, même si on peut penser qu'en 2035, il y aura plus d'1 milliard de personnes qui seront en télétravail. C'est des mutations absolument gigantesques. On peut se rendre compte de l'importance des secteurs de l'économie de la vie, on peut se rendre compte de l'importance de technologies tout à fait nouvelles qu'on n'a pas encore développées. Il y a énormément de choses que cette crise nous a appris sur la gestion de la démocratie, la gestion de la culture, les rapports géopolitiques entre les différents continents qui vont être bouleversés par cette crise. Oui, tout ça, vous dites, pour que nos enfants ne connaissent pas à 10 ans la pandémie, à 20 ans la dictature et à 30 ans le désastre écologique. Oui, il faut se replacer à la génération qui est née vers 1900. Ceux qui sont nés en 1900 ont connu une guerre mondiale à 14 ans, une crise économique majeure à 25, 29 ans, 30 ans, et une deuxième guerre mondiale à 40 ans. C'est une génération épouvantable, dont le destin est épouvantable. La génération qui a aujourd'hui 10 ans peut connaître cela. Elle peut connaître, après cette pandémie, une pandémie encore plus grave. Elle peut connaître des dictatures un peu partout si nos sociétés s'effondrent. Et il y aura des dictatures. Dans beaucoup de pays, l'effondrement de la démocratie est menaçant. Et on peut connaître, évidemment, une crise climatique épouvantable si on n'agit pas très vite. Non seulement à l'échelle d'un pays ou deux, mais de toute la planète. Oui, refuser d'échanger sécurité contre servitude. C'est au fond préserver la liberté. Oui, parce que la première tentation sera d'accepter la servitude pour avoir la sécurité. On préférera, comme souvent, on a donné à la police les moyens, le pouvoir. En oubliant, l'exemple chinois le montre, c'est que la dictature est très mal placée pour gérer ce genre de situation, puisqu'elle n'a pas d'esprit critique, même à l'intérieur de l'élite. L'élite a peur d'elle-même. La soi-disant élite, disons les dirigeants, c'est pas vraiment l'élite, mais les dirigeants ont peur d'eux-mêmes. Et donc, la dictature ne gère pas bien ce genre de crise, contrairement à ce qu'on croit. L'exemple de celle-là en Chine l'a montré. Oui, quand vous dites se préparer à ce qui vient, et vous l'avouez, vous dites on n'est pas prêt aujourd'hui. Non, on n'est pas du tout. On n'est pas prêt mondialement à la poursuite de cette pandémie. On n'a pas assez de masques à l'échelle mondiale. Il faut environ 5 à 7 milliards de masques par jour. On est loin de les avoir. Et les pays qui se disent en surproduction doivent exporter. On n'est pas prêt en termes de tests à l'échelle mondiale. On n'est absolument pas prêt. Oui. Oui. Et on n'est pas prêt non plus à la gestion de la crise climatique. On continue à émettre des gaz à effet de serre dans des conditions folles. On voit la Chine, l'Allemagne, la Pologne, l'Inde développer le charbon qui est suicidaire en termes climatiques. Oui, vous dites que certains dirigeants commettent des erreurs sincères en mentant à leur peuple, j'allais presque dire... En sincère ou en mentant. Parfois ils sont sincères, parfois ils mentent. Quand ils mentent, ils ne sont pas sincères. Oui, mais là, quelque part, est-ce qu'on pouvait vraiment faire autrement ? Est-ce que la vérité était connue ? L'enquête le montrera, mais la vérité était connue dans certains pays. Il faut regarder ça mondialement. La Corée, Taïwan connaissaient la vérité. Pourquoi les médias, pourquoi les chancelleries n'ont-elles pas été regardées ce qui se passait en Corée en décembre et en janvier et en n'ont pas tiré les conclusions. Certains l'ont fait. Israël l'a fait, la Nouvelle-Zélande l'a fait, Taïwan l'a fait, le Vietnam un peu différemment. Certains pays ont échappé à la crise pour les raisons mystérieuses. Le Portugal, la Grèce, quelques pays d'Europe centrale, on ne sait pas pourquoi. Certaines régions de France aussi ont échappé. Une partie de l'Afrique semble pour l'instant, j'espère que c'est durable, ne pas être trop touchée. Mais on aurait pu, si on avait réfléchi à l'avance, et si on en tire les conclusions aujourd'hui, puisque le passé n'est utile que pour comprendre et préparer l'avenir, on peut maintenant créer les conditions pour ne pas recommencer le pire. Oui, quand on voit 1000 morts encore hier aux États-Unis, ça c'est très inquiétant. Regardez la courbe mondiale, elle augmente imperturbablement. Dans certains pays d'Europe comme la France, on parle de la faim, c'est une illusion totale. Cette pandémie nous a montré que c'est un problème mondial et dont on ne sortira que mondialement. Aussi longtemps qu'il y a cette pandémie quelque part dans le monde, nous sommes tous menacés. Mais est-ce que, quelque part, ça peut être une chance ? C'est ce que vous dites au fond. Ça peut être une chance. Oui. Le malheur n'est jamais une chance en tant que tel, parce que le malheur est un malheur. Mais si on crée les conditions de prendre conscience de ce malheur pour créer les conditions qu'il ne revienne pas, si on s'oriente vers l'économie de la vie avec courage et avec joie, parce que c'est jubilatoire de faire de l'économie de la vie une priorité, c'est passionnant. Si toutes les entreprises se disent « mon avenir, c'est d'être dans l'économie de la vie », si l'agriculture africaine se dit « c'est ma chance »,
de voir se développer un besoin d'agriculture mondiale saine et biologique, eh bien, tous les pays peuvent en tirer des avantages considérables. Oui, oui. Un dernier mot en conclusion, peut-être un peu plus philosophique. Vous faites tout un chapitre sur la mort, du temps où la mort était niée, où la mort ne comptait pas. Au fond, est-ce qu'on ne peut pas se réjouir aujourd'hui de voir combien la vie est presque devenue sacrée? Oui, en fait, ce n'est pas la vie qui est sacrée. J'ai en effet, tout au long de ce livre, essayé de montrer que ce qui a été rendu tabou, c'est le spectacle de la mort. La vie n'est pas plus sacrée qu'elle ne l'était, mais le spectacle de la mort est intolérable, donc on l'a caché. Et ce qui s'est passé avec cette pandémie, c'est que le spectacle de la mort est devenu plus visible, ce qui était intolérable, et ça nous a rappelé, et c'est là peut-être ce qui est très important, c'est que nous sommes mortels, ce qu'on avait trop tendance à avoir oublié. Merci beaucoup. Jacques Attali, L'économie de la vie se prépare à ce qui vient, publié chez Fayard. C'est absolument passionnant. C'est un plaisir de vous recevoir, Jacques Attali. Merci beaucoup. Infiniment. Merci.